Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cette conférence. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes ici à l'Académie du Climat parce que jeudi 21 mars, donc il y a 2 jours, c'était la Journée internationale des forêts. Donc c'est l'occasion pour les équipes de l'ONF partout en France, alors à Paris ça se passe à l'Académie du Climat, que je remercie de notre accueil. C'est un coup de projecteur sur nos forêts, sur divers projets, expositions, ateliers pédagogiques pour petits et grands. Et aussi un cycle de conférences. Et aujourd'hui, nous allons parler bois, le bois de nos charpentes qui soutient nos toits, le bois qui fait des volets, le bois qui est dans les meubles de nos maisons, le bois de cette pièce que vous pouvez admirer. En effet, grâce à l'homme, l'arbre devient bois qui, après, devient objet. En parallèle, du coup, le forestier, et nous avons un représentant de l'ONF, Émeric Albert, qui reviendra là-dessus, va s'occuper de la régénération de la forêt, parce qu'effectivement, vous le savez, le bois, c'est un matériau recyclable et renouvelable. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être très très nombreux un samedi après-midi et de devoir choisir, préférer venir écouter une conférence que d'aller faire les magasins. Ça me paraît très bien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météorologie. Hier, c'était l'eau, donc on est quand même sur une thématique très très écolo pendant la semaine. Donc vous avez vu le titre de la conférence, Le bois, retour vers le futur. Pour celles et ceux d'entre vous qui, comme moi, sont vieux, vous avez vu le film de Retour Zemeckis où on retournait en 1984. Là, on va être beaucoup plus ambitieux, un peu dans la manière dont l'ONF a organisé les conférences cette semaine. Et je vais trop vite. Je viens de prendre un café qui était très serré, je m'en excuse. Et je sors d'une nuit compliquée, je m'en excuse, mais je vais décélérer. Je vais décélérer parce qu'on a plus d'1 heure à passer ensemble et on vous ouvrira largement la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur l'avenir du bois. Le fil rouge des conférences cette semaine, c'était un peu de croiser les regards pour essayer de voir avec des philosophes et des historiens ce que les forêts ont à nous dire aujourd'hui. Et on voit bien dans l'assistance, alors on verra tout à l'heure avec les questions, je ne peux pas anticiper sur ce que vous allez vous poser, qu'avec le dérèglement climatique, on arrive un peu à une vision un peu mythifiée de la nature, sous cloche, qui serait parfaite et à laquelle il ne faudrait plus toucher. Et évidemment, ça va en contradiction avec notre modèle de développement actuel. Donc la question qu'on va essayer de se poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il faut revenir en arrière? Est-ce que le bois est vraiment paré de toutes les vertus? Est-ce qu'il ne faut plus que construire en bois, se chauffer au bois et autres? Ou est-ce qu'il faut faire des choix un peu plus raisonnés? Vous aurez évidemment compris que la réponse est la seconde. Pour en parler à mes côtés, Raphaëlle Laure-Pérodin, vous êtes architecte et vous êtes fondatrice de Lieux Fauves au pluriel, qui est un acronyme qui réserve une jolie surprise que vous nous présenterez tout à l'heure. Et tout au bout, avec votre chemise verte qui trahit votre appartenance à l'Office national des forêts, Émeric Albert, vous êtes chef du département commercial bois à l'ONF. Et au milieu, et pour commencer cette conférence, François Auger. Alors je ne sais pas si je vais défiler l'intégralité de votre biographie, sinon il nous faudrait 1 heure, mais vous êtes compagnon charpentier du devoir, meilleur ouvrier de France, architecte du patrimoine, conseiller technique charpente. Vous avez été en charge de la restauration, enfin vous êtes toujours, en charge de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et donc bien placé pour nous dire si effectivement on va revenir vers le futur. On peut peut-être commencer juste par dire un mot de Notre-Dame, et puis après on va aller sur d'autres usages. Mais comment est-ce que vous, l'expert du bois, vous avez réagi à la querelle médiatique qui a survécu quand on s'est dit est-ce qu'il faut qu'on rebâtisse Notre-Dame à l'identique ou est-ce qu'il faut qu'on fasse différemment? Donc, sur la question de est-ce qu'on refait à l'identique ou est-ce qu'on propose un autre projet, en tout cas, tout ce qui touche aux monuments historiques, les décisions de restauration ou d'architecture, ça n'appartient pas au seul architecte. Donc là, pour le coup, c'est le responsable de Notre-Dame de Paris, c'est Philippe Villeneuve. Donc, avant de prendre le choix de la restauration à l'identique, il y a une commission avec des historiens, des archéologues, voilà. Donc une commission pluridisciplinaire de manière à analyser quel est le monument qu'on va réparer, restaurer. Et puis, à un moment donné, en fonction des échanges des différents spécialistes, quelle partie va être prise pour restaurer parce qu'on retransmet aux générations futures. Et cette question-là, elle n'appartient pas à un seul architecte. Voilà.
Et voilà comment ça se passe pour l'ensemble des monuments historiques. Après, sur la question, qu'est-ce qui a amené à la commission de prendre parti de restaurer à l'identique, c'est parce que Notre-Dame de Paris était suffisamment bien documentée en termes d'archives, de photographies et d'écrits, etc. Donc parce qu'il ne s'agissait pas de dire on va restaurer à l'identique alors qu'on n'aurait pas eu suffisamment de documents pour pouvoir être dans cette promesse et dans cette honnêteté aussi. En attendant, il y avait des marqueurs pour ce qui était de la charpente du XIIIe siècle. Donc à cette époque-là, c'est là où on passait de l'architecture romane à l'architecture gothique. Et les charpentiers ont eu un nouveau défi, c'est-à-dire en donnant beaucoup plus de pente à leur toiture, ils se sont exposés techniquement à une emprise au vent beaucoup plus importante. Et donc, sur la partie des fermes de la nef, on voit assez clairement que de la ferme 1 jusqu'à la 13 avant la flèche, le charpentier s'est remis en cause. On voit où il a testé une première ferme en fonction de la ressource, de ce qu'il avait disponible en forêt, en fonction des techniques d'assemblage qu'il connaissait à l'époque, en fonction des difficultés qu'il avait rencontrées à la pose, etc. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Alors, ce type de découverte ou de témoignage, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est des spécialistes qui ont pu, enfin, entre autres charpentiers, architectes, archéos et tout ça. Et donc, en fait, de restituer un petit peu la remise en cause de l'homme de métier pour arriver à un moment donné à trouver un modèle de ferme idéal. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez riche. Et puis, pour ce qui est de la, enfin, de la flèche en tant que telle, parce qu'au final, moi, je n'étais pas forcément non plus dans l'optique de restaurer à l'identique ou pas. C'est en fonction de tous ces éléments-là. Et quand on regarde la flèche de Viollet-le-Duc et du charpentier Bellu, donc on avait toutes les archives à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et quand j'ai retrouvé tous ces plans, moi j'ai eu des frissons dans le dos, parce que si vous voulez, c'était comme une bouteille à la mer, où les charpentiers de l'époque avaient mis en archive tous ces plans. Et de les redécouvrir avec toutes les marques, ça fait partie de la culture du métier. Et c'était très émouvant. C'est une espèce de transmission à travers le temps. Et quand on voit, j'ai des frissons quand je vous parle en fait, hein. Quand on voit le niveau d'exigence qu'ils se sont donnés pour faire ce chef-d'œuvre, bon après on réfléchit comment ça se fait que des gens étaient assez fous pour aller aussi loin dans la perfection. On est au 19e siècle, la révolution industrielle, les expositions universelles où tout le monde se tire la bourre, et les compagnons qui font des chefs-d'œuvre pour gagner des embauches dans les villes comme à Paris. Donc on est dans ce contexte-là, et les flèches du 19e sont le témoignage. Et de ne pas avoir restitué ça, on n'aurait pas non plus été... Il y a une espèce de transmission qui s'est faite au travers de ces plans. En étudiant tout ça, ils m'ont mis à l'ouvrage et au travail. Et le dimanche soir, des fois, je me demandais mais comment ils ont fait pour faire ça, parce que c'était très technique. Et quand j'arrivais enfin à trouver, c'est comme le laboureur et ses enfants, je levais les yeux en disant vous m'avez fait cravacher tout le week-end, mais j'ai finalement trouvé vos combines de tracés, tout ça. Donc c'était... Et puis après, la magnifique aventure avec l'ONF, tous les propriétaires de forêt également. Parce que à un moment donné, il y avait un modèle de manière à permettre à un arbre de la forêt à devenir bois de charpente. Et je trouve que c'est très vertueux, parce qu'aujourd'hui, dans notre modèle économique, on fait venir des bois du nord de la France, ça vient en semi-remorque, ça vient après avalé dans une machine à commande numérique. C'est pas histoire de repousser le progrès, c'est pas ça, mais c'est de faire la part des choses et à un moment donné être capable de se retourner ce que nos aïeux ont fait et réfléchi et pensé, où il y avait bien souvent du bon sens, et que sur la liste qu'on avait fait des bois qu'on avait besoin pour Notre-Dame, on est allé faire nos courses dans ce joli marché que se trouve être la forêt pour prendre le bon bois avec les conseils des gens de l'ONF pour le mettre au bon endroit. C'était pas histoire de venir prendre tout un tas de bois, c'était précautionneux. Ils nous ont appris à marcher en forêt, à regarder un arbre qui était encore vivant et d'essayer de voir si, avec des échanges, des compromis, voilà, qu'est-ce qui était permis de prélever à la forêt pour les charpentes. Voilà. Merci beaucoup, parce que je vous ai un peu pris à froid, on n'avait pas prévu, mais c'est venu comme ça. Et
vous êtes suffisamment virtuose en la matière. Alors maintenant qu'on a abordé l'exception avec Notre-Dame, je vous propose d'aller vers l'universel, le courant. Vous voyez le titre de la table ronde, on se dit en fait le bois il a toutes les vertus, il est écologique, il ne réchauffe pas l'atmosphère, il est merveilleux, etc. Donc on veut tout refaire en bois, ça n'est pas raisonnable. De votre expertise, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Quels usages pour la forêt demain doivent être prioritaires? Quel usage pour la forêt? En tout cas, la forêt, elle apporte plein de bénéfices, plein de choses. De toute façon, déjà, je pense que les hommes préhistoriques, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient la capacité de passer du cueilleur-chasseur à éleveur, agriculteur, il s'est passé la même chose une fois qu'ils ont vu un peu comment fonctionnaient les arbres. Et donc, on sait qu'en forêt, par exemple, j'ai été à un moment donné en Guyane pendant 19 années, les Amérindiens en forêt, pour eux, la forêt, c'est leur grand marché aussi. Et voilà. Donc, après, nous, aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir d'une certaine manière à ce bon sens, tant l'Amérindien en Amazonie qui va prendre cet arbre-là parce qu'il a des vertus médicinales, l'autre arbre, bois de rose, parce qu'il donne du parfum, enfin voilà. Dans la forêt, il y a toute une variété d'arbres qui apportent plein de choses dans notre quotidien, plein de bonnes choses. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut réapprendre la forêt par rapport à ce qu'elle peut nous apporter, et puis de garder l'intérêt qu'on peut avoir aujourd'hui de toutes ces expériences, tant des forestiers, de tous les gens dans la filière bois, qui ont compris les arbres, qui les ont expérimentés. Et aujourd'hui, la forêt est une richesse, sauf qu'effectivement, il faut mettre le curseur au bon endroit. Et le problème, c'est notre modèle de société, où on impose à toutes les entreprises de toujours gagner plus ou faire plus de chiffre d'affaires. Et là, après, on est obligé d'avoir des démarcheurs commerciaux pour nous vendre des choses qu'on n'a pas besoin. Donc, là, il faut être raisonnable, quoi. C'est-à-dire que si je renvoyais l'assistance au documentaire d'Arte que vous avez peut-être vu il n'y a pas longtemps sur Ikea, le Seigneur des forêts, SAI évidemment pour Seigneur, où on se rend compte que cette seule entreprise consomme 1% du bois mondial, avec effectivement de la surconsommation, des fameuses Billy pour les bibliothèques, pour celles et ceux qui lisent, qui se cassent la gueule au bout de 3 ans. Ça, c'est un modèle qui n'est pas soutenable. Et donc, prendre l'alibi de la vertu de la matière du bois pour pousser à la surconsommation, c'est un système qui est un peu fou. Pour faire le lien avec Raphaël Laure, est-ce que vous pourriez nous donner quelques avantages qu'on retrouve avec le bois quand on est sur les chantiers? Pourquoi est-ce que c'est une matière plus sympa à travailler, selon votre expérience, que ce soit en métropole ou en Guyane? Bon, déjà, après, ça dépend des personnes, mais en fait, le bois, on est souvent charmé par le bois, de par son veinage, de par la chaleur qu'il apporte. Il manifeste quand même une présence dans une salle comme celle-ci. Après, sur les avantages du bois pour le travailler, donc on a des outils qui sont... Enfin, on a la possibilité de travailler un morceau de bois pour en faire une charpente ou un meuble avec des outils qui restent assez simples si on met de côté un peu la commande numérique, où c'est comme un potier qui directement avec ses mains va modeler une terre. Quand on est menuisier ou charpentier à travailler avec des outils tels que le ciseau et tout ça, on se rapproche beaucoup plus de ce matériau. Après, c'est donc, pour ce qui est des chantiers, c'est un chantier propre. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on fait une construction bois contemporaine, la plupart de sa fabrication se fait en atelier. Et donc, une fois que tout a été dessiné, étudié avec l'architecte, le charpentier, etc., et le client aussi quand même, après, le charpentier va sur son chantier, il va monter son Lego. Et donc, le chantier, sur son temps de fabrication et son temps de pose, ça représente à peu près 25%. Donc, il n'y a pas de nuisance dans un quartier. Et puis après, il y a aussi l'émerveillement pour les voisins de voir une charpente qui va venir s'édifier en très peu de temps. Donc, pas de nuisance sonore. Et puis, dans la maison bioclimatique, le bois, il va prendre l'excédent d'humidité. C'est pour ça qu'on est assez bien quand on habite une maison en bois, parce que le bois va venir faire les variations entre les différentes saisons en venant absorber l'excédent d'humidité puis le rejeter à un moment donné. Donc, et même le simple fait de marcher sur un parquet pieds nus aussi, on a une sensibilité assez sympathique.
Vous embauchez des apprentis ou pas? Parce qu'on a presque on a un peu envie de bosser avec vous là quand même quand vous racontez ça. Donc aujourd'hui, moi, je suis architecte, mais quand j'étais en Guyane, de toute façon, j'avais des apprentis, donc des Amérindiens aussi, des Haïtiens. Enfin, après, on était une toute petite entreprise, hein, donc on était 5 dans la grosse moyenne, mais voilà. Puis la passion de retransmettre toutes ces choses. Puis encore une fois, moi je vais avoir 61 ans demain, le petit scoop. Mais j'étais ravi justement avec l'expérience de Notre-Dame, parce qu'au final, dans notre société, on maîtrise plus, on ne connaît pas tous les acteurs de cette filière bois. Et très sincèrement, quand on allait en forêt, qu'on voyait les techniciens, les experts forestiers, on était dans une espèce de havre de paix. Et en toute modestie, nous expliquait cet arbre, il va avoir telle et telle propriété. Donc, on a appris plein de choses grâce à l'ONF et les maîtres de la forêt. Merci beaucoup, je reviens vers vous dans un instant. Raphaëlle Laure Perronin, donc vous êtes fondatrice de Lieux Fauves. C'est un acronyme pour fabrique architecturale, vivant, éthique et soutenable. Mais évidemment, il me manque une lettre, donc ça tombe à plat. Est-ce que vous pouvez me le refaire en entier? Oui. Bonjour d'abord à tous et merci d'être là. Lieux Fauves sont des lieux pour faire une architecture et un urbanisme vivant, éthique et soutenable. Un peu long l'acronyme, donc effectivement on a rassemblé tout ça. C'est le nom de notre agence, qui est une jeune agence qui a 3 ans, mais qui est issue de 2 très vieilles agences qui sont Jour d'Architecte Paris et Techné Architecte. Et quand on s'est rassemblés, on s'est rebaptisé. Je ne pensais pas qu'à plus de 40 ans, je me rebaptiserais, mais on s'est rebaptisé, on a choisi un nom pour dire notre mission, en fait, pour qu'on repartage tous à l'agence, les presque 50 qu'on est, qu'on se remette bien d'accord sur ce qu'on voulait faire, avec cet engagement très fort que l'acte de construire ait le moins d'impact possible sur notre environnement. C'est l'acte de construire et puis c'est l'acte d'aménager, parce qu'on est urbaniste aussi et paysagiste. Alors, on n'aménage pas trop, on essaye de ménager plutôt notre environnement et les territoires. Et donc ça commence par les lieux, et la question de la ressource à ce titre est vraiment fondamentale, en contextualisant ce qu'on fait. Donc on interroge toujours le bois au regard de sa provenance aussi. Des lieux pour faire, parce qu'on suit nos chantiers, on est là sur les chantiers. Une architecture et un urbanisme, vous l'avez compris, vivant. Et le bois est en plein dedans, parce que le bois, il est évidemment vivant quand il est planté, mais il est vivant quand on s'en sert et quand on le mobilise aussi. Il est vivant, alors il prend des rides, je ne sais pas si vous avez vu, mais les poteaux bois, ils travaillent, ils prennent des fissures et c'est pas grave. Un peu comme moi, je me fissure un peu, mais je vais plutôt bien. Ils grisent, comme on prend des cheveux blancs, moi aussi j'en prends pas mal depuis quelques années, mais je vais plutôt bien. Donc il évolue en fait. Et ça, c'est de ce point de vue une matière absolument exceptionnelle pour nous les architectes, de travailler avec une base qui va changer dans le temps, qui sera ce qu'elle est au moment de la livraison et qui va varier, évoluer comme un être humain en fait. Donc ça, c'est la part vivante. La part éthique était aussi très importante pour nous. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur... moi, j'ai un élan d'affection immédiate pour les charpentiers avec lesquels on travaille nous, au quotidien sur nos chantiers, parce que ce sont des compagnons, des gens qui ont un savoir-faire qu'ils partagent. Et je peux vous dire que travailler avec un charpentier ou un menuisier, ça n'a rien à voir que de travailler avec un couleur de béton, un maçon ou même un serrurier d'ailleurs. Et la grande plus-value de travailler avec des gens formés, qui sont des gens extrêmement qualifiés, qui sont amoureux de leur matière, c'est aussi qu'on arrive à les faire travailler dans des conditions ouvrières plus satisfaisantes que d'être à couler du béton sur un chantier, parce qu'effectivement, comme tu le disais, ça se passe en atelier, ça se passe à couvert, ça se passe si possible dans des conditions climatiques et de température qui sont acceptables. Les chantiers, c'est des lieux durs, hein, c'est des conditions de travail physiques. Donc on essaye aussi de favoriser ce travail-là. Question de Candide, mais en ce moment, la Fédération française du bâtiment, bon, là, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une crise de construction qui est assez importante. Mais avant que la crise de construction arrive, de toute façon, il y avait des difficultés de recrutement qui étaient récurrentes, liées notamment à la pénibilité. Donc, question de Candide, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas davantage en bois si jamais ça rendait les chantiers plus simples ?
Alors on le fait, mais comme vous le savez, alors je vais dire des choses peut-être pas très politiquement correctes, mais aujourd'hui, le lobby du BTP, son principal sujet, c'est certes de recruter, mais pas encore tout à fait de défendre la filière, on va dire, hors site, ou en tout cas de la préfabrication. Les grosses majors de la construction restent des bétonneux, en fait, des gens qui coulent du béton. C'est leur métier, c'est leur savoir-faire, et c'est très bien à plein d'endroits, hein, du reste, c'est pas le sujet. Mais ça n'est pas forcément leur culture, en réalité. Et les entreprises de charpente, aujourd'hui, même si elles commencent à se structurer, à se constituer, à se rassembler sous des chapeaux communs pour être un peu plus constituées, elles sont surtout occupées à faire leur travail plus qu'à faire du lobbying. Donc, bon, il y a encore toute une chose à faire. Mais malgré tout, il y a urgence. Parce qu'effectivement, il y a une crise du recrutement, elle est réelle. On a énormément de mal à trouver des gens sur les chantiers, en plomberie, en électricité, en maçonnerie, en étanchéité, etc. Et donc, si on veut drainer des jeunes, il faut leur offrir aussi des possibilités d'épanouissement dans ce qu'ils vont faire beaucoup plus grande. Et la menuiserie, la charpente sont évidemment des lieux d'épanouissement. Et alors, les besoins peuvent être d'autant plus grands que les débouchés en matière de construction sont nombreux. Évidemment, on a toujours l'image d'Épinal de la petite cabane, justement, en forêt qui serait construite en bois. Mais vous me disiez, en fait, le bois est un élément low-tech qui ne va cesser de nous surprendre à l'avenir. Et on peut faire des constructions en bois où on ne les attend pas. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de ce que vous avez réalisé à Strasbourg, en sous-sol? Oui. Alors, oui... En fait, moi, ce qui me motive, tous les jours, j'essaye de faire mon métier. Ça fait une vingtaine d'années que je fais mon métier. J'ai envie d'apprendre des choses. Et donc, avec le bois, ça fait 20 ans que j'apprends des choses. Ça fait 20 ans que je découvre qu'on peut faire venir de des endroits où on ne l'attend pas. Et je te citais effectivement un exemple qu'on a mis en œuvre de construction d'un parking en bois. Il y a quelques années, on a livré près de Strasbourg un parking en structure bois, un parking de voitures. C'est le lieu où, a priori, on se dit, mais non, ça n'arrive pas. Les parkings, on les connaît tous en béton. Les parkings, on les connaît tous éventuellement en charpente métallique. Et personne ne nous a cru. C'est le premier qui est sorti de terre en France. Il y en a eu un deuxième, fait par des confrères d'ailleurs. Mais c'est le premier qui est sorti en faisant le pari que, puisque les voitures sont déjà un sujet au plan carbone, on ne pouvait pas ajouter du carbone au carbone. Et donc, de mon point de vue, il est hors de question de construire un parking qui ne soit pas une réponse et qui puisse être montable et puis facilement démontable aussi, dans l'idée que dans le futur on ait moins recours aux voitures, pas du tout, mais moins, et donc qu'on puisse se séparer de cet ouvrage assemblé de manière très simple et très facilement. Deuxième question de béotien, mais c'est mon rôle. Est-ce qu'un parking en bois coûte justement beaucoup plus cher qu'un parking en béton, et si oui, qu'est-ce qui a convaincu l'aménageur d'aller vers cette solution? Alors, ça a été effectivement un combat difficile. Alors, l'archi, c'est un métier de combat, il faut quand même le savoir. Quand on essaye d'innover et de défendre ce qui va contre le sens, parce que là, moi, je vais vous passer le chapitre sur la sécurité incendie, etc., qu'on a eu, il a fallu convaincre le maître d'ouvrage, qui en l'occurrence n'était le client, donc n'était pas l'aménageur, mais Bouygues Immobilier. Alors Bouygues Immobilier, quand on leur explique qu'on allait faire un parking en bois, alors ils ont pâli d'abord, ils ont frémi ensuite, et puis après ils nous ont regardé avec des yeux grands écarquillés en disant « Oui, madame l'architecte, rêvez bien, allez-y, faites-nous un joli projet. Et puis nous, parallèlement, on va continuer à regarder le plan B si vous vous en sortez pas. » Donc il y a eu un travail comme ça, mais c'est son rôle de maître d'ouvrage aussi, de sécuriser l'opération, d'une espèce de vie de deux projets, on va dire, le nôtre en bois et puis une espèce de projet bis en béton. Et donc on est arrivé au moment de la consultation des entreprises et il s'est avéré que le projet tel qu'il était dessiné aussi, c'est-à-dire avec un effort de sobriété, de frugalité énorme sur la mobilisation de la matière, en travaillant vraiment sur les charges, sur les tailles de plancher pour que toutes les sections, tous les éléments soient très simple, avec le strict minimum de matière, et on a abouti à un projet moins cher qu'en béton. Je ne dis pas que c'est reproductible partout, parce que tous les contextes sont différents, parce que bon, voilà. Donc, ce n'est pas une solution qu'on peut vendre comme ça, mais dans ce moment-là, à cet endroit-là, on était plus efficace économiquement. Donc, ils ont retrouvé le sourire, ils ont retrouvé un petit peu de couleur sur les joues, et on a réussi à construire ça ensemble. Alors un autre enjeu de futur, c'est effectivement l'aménagement urbain. Donc il y a deux manières de ne pas trop artificialiser le territoire. Soit on fait un retour à la terre forcé et on demande aux gens d'aller dans les maisons qui sont vides. Soit on continue l'urbanisation, mais là ça
ça se corse un peu. Il y a des gens qui ne voient comme solution que le fait de bétonner et de mettre des grandes tours en plus. Vous pensez que le bois peut résoudre, là encore, une partie de l'équation du zéro artificialisation net? Est-ce que vous pouvez nous dire comment? Oui, alors effectivement, c'est un enjeu majeur. Je reviens un tout petit peu quand même en arrière. Nous, à l'agence, on est quand même très très vigilants à ne construire que quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que ce que je dis aussi beaucoup à mes étudiants, c'est qu'il faudra arrêter de construire. On a quand même une urgence à construire beaucoup moins que ce qu'on fait, parce qu'il faut d'abord se poser des questions de réhabilitation. Et d'ailleurs, le bois est un outil de réhabilitation en réalité. Nous, on a fait pas mal de réhabilitation en bois, que ce soit pour du logement ou des écoles ou des gymnases, etc. Et puis, le second élément, c'est que le bois a cette très grande vertu d'être très léger. C'est un matériau donc qu'on peut manipuler, y compris en travaillant sur des petites sections, des éléments manuportables, avec des moyens de levage, c'est-à-dire d'acheminement du bois très simple, à venir s'installer dans tous les interstices possibles. Ce que ne sait pas faire une grue qui va venir installer des banches pour venir couler. Bon, vous avez compris que j'ai un problème relationnel avec le béton, mais le bois a cette légèreté de pouvoir venir se glisser sous les porches des bâtiments parisiens pour venir s'installer dans des fonds de parcelles. Le bois a cette qualité de pouvoir être levé facilement pour venir faire de la surélévation. Donc c'est un outil d'une forme de densification un peu précieuse, on va dire, quelque part, ou de petites choses, des éléments modestes de construction. Mais c'est une réponse dans nos centres urbains, parce que finalement, il nous reste des délaissés. Il y a encore des endroits où il y a un peu de constructibilité. Et encore une fois, il ne s'agit pas de monter R+18 dans Paris partout, mais le R+5, R+6 courant dans Paris, très courant en fait, une ville relativement dense, peut parfaitement devenir du R+7, R+8, avec des éléments de langage contemporain qui vont aussi contribuer à refaire la ville. Aymeric Albert, je vous voyais beaucoup opiner depuis le début de la conférence. Il semblerait qu'il y ait vraiment énormément d'avantages au bois construction. Quand on est chef du département commercial bois à l'ONF, est-ce que ça veut dire que votre carnet de commandes est plein pour les 10 ans à venir? J'acquiesçais tout ce que disaient mes deux collègues à côté, parce que pour nous, utiliser le bois qui ont été produits dans nos forêts de façon raisonnée avec des projets très modernes ou des projets historiques comme Notre-Dame, c'est l'aboutissement du travail de forestier. Il faut savoir que le travail de forestier, c'est un petit peu particulier. On vit dans un espace-temps qui est différent. On ne voit jamais le fruit de notre travail. Un chêne, pour qu'il devienne mature, il doit avoir 200 ans. Un hêtre, 120 ans. Un résineux, 80 ans. Même les résineux qui poussent les plus vite, c'est 60 ans. C'est plus qu'une carrière d'un forestier. Donc on est toujours là, on hérite d'un patrimoine, on l'améliore et on le transmet. Et dans la partie amélioration, on récolte ce produit, et quand il est valorisé dans de la construction pour séquestrer du carbone pendant plusieurs années, c'est finalement une finalité qui est très valorisante pour nous. Dans les usages prioritaires qu'il faut faire du bois à l'avenir, et il y a évidemment la question du bois construction, est-ce que c'est vraiment ça qui doit primer? Sur les conférences précédentes, il y a des gens qui se sont posé des questions sur le bois énergie par exemple. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, pour nous, chaque partie de l'arbre a un usage, et il est important de le respecter. Un arbre, c'est assez simple, hein. Il y a un tronc, il y a des grosses branches et puis des petites branches. Le tronc, ça peut être utilisé pour de la construction, pour de l'aménagement. La pièce ici est assez représentative, hein. On a du chêne qui sert de parquet pour les menuiseries. Donc le tronc, la construction, les premières branches pour du panneau, parce que ça sert aussi d'usage dans la construction, dans le mobilier, et puis pour du papier. Aujourd'hui, on vit dans un monde de papier et de bois. Alors tous, vous allez me dire, non, maintenant on est dans le monde numérique, on n'utilise plus de journaux, plus de papier. Oui, mais on est aussi dans le monde du e-commerce, on a du carton, et puis tous les papiers hygiéniques, le papier toilette, je suis désolé, c'est du bois. Et donc, bien utiliser les branches pour faire ces besoins-là dont l'homme a besoin. Et puis enfin, le dernier usage, c'est pour chauffer. Et pour nous, c'est d'abord la construction, puis l'utilisation, ce qu'on appelle le bois d'industrie, pour des panneaux, le mobilier et le papier, et enfin l'énergie. Et c'est important de respecter ces usages, parce que utiliser du bois dans la construction, ça permet de stocker du carbone pendant plusieurs années, et on sait que l'utilisation du bois et le stockage de carbone, c'est une des réponses au changement climatique. Quand on entend
vos deux collègues, on voit bien qu'il y a énormément de vertus en bois construction. Si demain il y avait davantage de promoteurs comme Bouygues Immobilier qui se laissaient séduire soit pour des réhabilitations, soit pour que tous les parkings de France qui se construisent demain soient faits en bois, est-ce qu'on aurait la capacité avec les forêts françaises de soutenir une très forte hausse de la demande, ou est-ce que c'est pas réaliste? Je pense que c'est vraiment pas réaliste, et les forestiers sont les garants de ça. Faut savoir que nous, c'est jamais le marché qui dicte le bois qu'on récolte, c'est la gestion durable des forêts et leur entretien qui mettent à disposition du bois au marché. Et finalement, nos documents d'aménagement, nos plans de gestion nous prémunissent d'une pression trop forte qui viendrait nous obliger de raser les forêts. Je prends l'exemple du projet de Notre-Dame dont François a parlé. Là, on avait un projet d'envergure nationale, un calendrier très très serré qui n'est pas le calendrier de la forêt. Et pour autant, François pourra en témoigner, les forestiers ont été garants de dire pas de problème, les chênes pour Notre-Dame, on les a. On sait qu'ils existent, on sait où ils sont. Par contre, on les récoltera, on choisira ceux qu'on vous laissera prendre. On les récoltera quand nous, on aura décidé de les récolter, et vous les utiliserez après. Et c'est vrai que tous les forestiers ont été vraiment garants de ça, c'est notre rôle. Et même pour un projet comme Notre-Dame, on a été très garants. Alors juste pour Notre-Dame, c'est moi qui m'en suis occupé pour les forestiers, je vais casser deux mythes. On n'a pas rasé la forêt française pour refaire Notre-Dame. Il reste des chênes en France et on en a prélevé 0,1% de tout ce qu'on récolte chaque année. Pas du stock, hein, mais de la variation du stock. Donc on n'a rien coupé du tout. Vous allez passer une heure, on va passer une heure ensemble aujourd'hui. On aura déjà en une heure reconstitué la moitié du stock de ce qu'on a consommé. Et on n'a pas coupé d'arbres pour Notre-Dame. Et j'insiste bien, c'est des arbres qu'on aurait de toute façon coupés dans le cadre de notre gestion durable. Je vous disais, c'est jamais le marché qui tire le forestier, c'est toujours le forestier qui pousse la matière vers le marché. Et même pour un projet comme Notre-Dame, on a respecté ces règles-là. Alors effectivement, vous avez raison de préciser de l'ordre dans lequel ça se passe. Malgré tout, il peut y avoir des inflexions ou des décisions. Le grand projet présidentiel de replanter 1 milliard d'arbres, qu'est-ce que ça va changer concrètement à votre vie? Qu'est-ce qu'on va faire de ce milliard d'arbres en plus? Alors, ce milliard d'arbres, il est d'une grande utilité pour nous, pour faire évoluer les forêts, pour les adapter au changement climatique. Aujourd'hui, nos forêts souffrent. On a les épicéas dans le Jura ou dans les Vosges qui sont attaqués par un insecte. On a les sapins de Rhône-Alpes aussi qui meurent parce qu'ils manquent d'eau. On a des hêtres qui souffrent, on a les chênes qui souffrent, on a le pin. Enfin, voilà, on a beaucoup d'essences et d'arbres qui souffrent. Et ce milliard d'arbres va nous permettre aussi de reconstituer cette forêt pour que la forêt constitue un stock et un puits de carbone qui continue à absorber du carbone, et aussi qu'elle permette de produire du bois pour répondre à nos besoins. J'aime bien dire que la forêt n'a pas besoin du forestier, par contre l'homme a besoin du bois qu'elle produit. Vous nous avez fait une liste de l'infirmerie sylvicole qui est très longue. Est-ce qu'il y a quand même quelques arbres qui vont bien? Enfin, bon. Alors, j'ai fait la liste, mais ce n'est pas tous ces arbres-là qui vont mal. Faut savoir que les arbres, ils s'adaptent. Si vous prenez le chêne, il a une variabilité génétique 100 fois supérieure à celle de l'espèce humaine. Donc on sait qu'il y a des individus qui vont résister. Maintenant, le rôle du forestier, c'est de les trouver et de faire en sorte qu'ils puissent se développer et pallier ceux justement qui vont souffrir. Par exemple, je vais prendre l'exemple du hêtre, qui est une essence qu'on dit très sensible au réchauffement, mais on trouve des hêtres sur la Sainte-Victoire à côté d'Aix-en-Provence. Et pourtant, ceux-là, ils sont en pleine santé. Comment on fait pour que ces individus-là, qui se sont adaptés pendant des dizaines ou des centaines d'années à ces sécheresses estivales, comment on fait pour les amener dans les Vosges pour qu'ils puissent justement apprendre aux êtres locaux en s'hybridant à résister à ces situations-là? Et ça, c'est tout le rôle du forestier. Et on a la chance à l'ONF d'avoir un service de recherche et développement qui travaille sur ces sujets-là depuis plus de 30 ans. Donc pour nous, c'est finalement pas, ça s'accélère maintenant, mais heureusement qu'on a beaucoup d'études sur ces sujets-là depuis plus de 30 ans. Peut-être juste une dernière question avant d'ouvrir la parole à la salle. Effectivement, donc c'était Retour vers le futur. On a l'impression, à vous entendre tous les trois aujourd'hui, qu'on redécouvre le bois, qu'on redécouvre qu'il est plus durable, plus vertueux que nombre de matériaux. Peut-être, je ne sais pas qui veut répondre, peut-être un de vous deux, mais dans un livre qui s'appelle L'obsolescence des ruines, le philosophe Bruce Bégout revient sur un renversement anthropologique très récent, qui est que normalement les bâtiments survivent aux hommes et que récemment on construit des immeubles de tellement mauvaise qualité que c'est l'inverse qui se produit,
avec une espérance de vie de 28 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est quand même une catastrophe écologique hallucinante. On est dans un bâtiment ici que je ne sais pas dater, mais qui a quand même plusieurs siècles et dont une bonne partie est faite en bois. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire quand même qu'à l'heure de l'urgence écologique, il faudrait quand même se mettre d'accord sur le fait que si jamais on doit construire, et on construit sans doute trop, il faudrait quand même privilégier ce qui dure un peu, quoi. De toute façon, moi, ça m'amuse, parce qu'à un moment donné, on met aujourd'hui développement durable, l'écologie, ça devient... enfin, le mot mode n'est pas approprié, mais moi, ce qui me dérange à chaque fois, c'est qu'on refuse de se retourner pour regarder le bénéfice qu'on pourrait avoir de toute cette évolution et remise en question sur la matière. Alors que quand on regarde une abbaye, elle a 600 ans ou 800 ans, donc elle est durable. Hein, on n'a pas, alors effectivement, et ça rejoint aussi le déficit de formation. C'est franchement le coupable, c'est notre modèle économique. Et au final, on ne peut pas être tout seul en France à décider d'un autre modèle parce que c'est imbriqué au niveau international. Mais il suffit tout simplement de se retourner sur ce qu'ont fait nos anciens, parce que des fois, on réinvente le fil à couper le beurre. C'est complètement dingue, parce que les gens, ils disent il faut évoluer, il faut avancer. Alors que s'ils se retournaient 5 minutes pour voir ce qu'ont inventé les gens, eh ben, il y a 2-3 petites choses à corriger et ça y est. Le bon sens, en tout cas, il a toujours plus ou moins existé quand même. Hein. Circuit court et compagnie. Hein. Raphaël, alors juste comme François a mentionné la formation, quand vous avez fait vos études d'architecte, on vous a vanté les vertus du bois, où c'était un peu old school, c'était bon pour l'ancien régime et les théâtres qui brûlaient, et on vous a vendu les merveilles de la modernité avec le béton ciré et autres. Alors, moi, je suis un peu une exception parce que j'ai étudié en Autriche, à l'Université technique de Vienne. J'ai eu la grande chance de faire mon diplôme avec Wolfgang Winter, qui est un très grand monsieur du bois, dans ce monde de l'ingénierie autour du bois, dans la filiation de Julius Enterer. Enfin bon, bref, ceux qui connaissent tout ça le sauront. Donc, moi, j'ai baigné dans une formation qui était très liée aux cultures constructives, et le diplôme est d'ailleurs ingénieur en architecture et pas architecture. Mais si j'avais fait mes études en France à la même époque, il y a donc un certain moment, bien sûr, je n'aurais pas eu accès à tout ça. En France, les choses arrivent doucement, certainement pas assez vite, mais quelque part, il faut que la recherche arrive à rejoindre l'enseignement. Enfin, voilà, on est dans une articulation aujourd'hui en termes d'enseignement qui est en train de se faire avec une dichotomie que je vois moi très très forte. Une part des étudiants, mais vous l'avez entendu aussi tous en agro, enfin dans tous ces endroits-là, une part des étudiants qui cherchent le sens absolu, sauver la planète, faire moins, etc., bifurquer fort, et à la limite, ce sont ceux qui quittent l'architecture derrière, parce qu'ils sont dans un modèle tellement fort qu'ils renoncent à faire. Et puis, une autre part qui existe aussi, ultra-tech, concevoir des modèles pour aller habiter sur Mars, je ne sais quoi. Et pour moi, il est là le vrai danger. C'est que ça fait tellement peur ce qui est en train de se passer que l'échappatoire, elle se situe dans un rêve, autre chose ailleurs. Au lieu de mettre de l'énergie à résoudre ce qui se passe là de manière simple et modeste, on va aller chercher des technologies. Bon, ouais. Bon, c'est un point d'interrogation que je vous laisse là. Mais il y a un ingénieur qui vous mettra d'accord, qui s'appelle Pierre Weltz, et qui dit que justement, il faut arrêter de bifurquer en voulant devenir boulanger dans le Morvan, et mettre ses compétences d'ingénieur au service de matériaux durables. Donc voilà, il est là votre espoir. Allez-y, on a largement le temps pour une série de questions. Oui. Parlez bien fort parce que c'est filmé, enregistré. Oui, bonjour. Alors du coup, moi je suis ingénieur agro, j'ai fait l'ENSAIA et je travaille chez Soprasteria dans la tech. Désolée. Donc j'essaie de relier ces deux mondes. Il se trouve que ma famille a un groupement forestier petit, quelques hectares, en Creuse. Donc c'est des sujets qui m'intéressent, mais que je n'ai pas pris le temps d'aborder parce que, bon, bah, voilà, la vie est passée. J'ai une question. Vous avez parlé du coup du fait que le bois n'est pas assez utilisé dans la construction. On est quand même dans un monde qui change beaucoup. Comment vous pensez que ce soit gérable l'effet de masse s'il y a un mouvement du marché qui fait que le bois devient très stratégique sur l'international, est-ce qu'il n'y aurait pas un changement du coup, un impact sur les forêts où où la pression en fait serait mise fortement sur couper les forêts, voilà. Juste parce que vous dites du coup qu'il y a pas, enfin je ne sais pas si ma question est claire déjà ou pas.
Moi, je peux répondre juste sur un aspect construction et peut-être après sur la ressource, mais il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que le bois, il est aussi très intéressant parce que c'est un matériau de la coopération, y compris avec d'autres matériaux, et que donc une partie de la réponse, elle est sûrement dans la réflexion à de la mixité dans la mise en œuvre des matériaux, et c'est le bois et la terre, et c'est le bois et la pierre, et c'est le bois et les fibres, c'est le bois et le chanvre, etc. Donc, pas forcément voilà, mobiliser tout, le bois pour tout, le mettre là où il a du sens et de l'intérêt. Je comprends que ce soit ça, mais c'est juste pour comprendre du coup dans la vision future des forêts, comment on fait en sorte de sanctuariser nos forêts sans tomber dans l'écueil de la surproduction. Et c'est ce qui est déjà fait à l'heure actuelle, hein, je comprends bien que c'est le sens, mais voilà, dans la trajectoire. Et pour relier avec l'aspect numérique, est-ce qu'il y a des technologies, sans vouloir mettre des mots hérétiques sur la question, mais qui pourraient être adaptées pour la gestion des forêts, au sens large? Alors, pour répondre à votre question sur la partie ressources, la gestion forestière, en tout cas telle qu'elle est pratiquée en forêt publique, elle est basée sur 3 piliers. On protège la forêt, on protège les espèces, les populations. Ça sert de lieu de récréation et ça sert à produire du bois. Et c'est la moyenne et l'équilibre de ces 3 piliers qui sert à la gestion des forêts françaises telles qu'on les connaît aujourd'hui. Tout ça pour dire que si demain on peut plus, ou on a une surexploitation de nos forêts, ou si on peut plus, on n'a plus de débouchés pour les bois qu'on récolte, c'est toute notre sylviculture et toute la gestion de la forêt française qui s'effondre. Tout ça pour dire que l'avantage d'avoir un établissement national comme l'ONF, qui a été créé il y a plus de 50 ans et qui a encore des perspectives à long terme, nous on a besoin de débouchés pour notre sylviculture et pour les produits qu'on récolte. Et donc on travaille au quotidien, mes équipes travaillent au quotidien pour approvisionner la filière bois locale. Local, c'est du département, de la région ou du territoire, parce que si demain on n'a plus de débouchés pour nos bois, tout s'arrête. Alors que tant qu'on a des industries qui transforment localement, c'est des débouchés pour nous, sachant que ces industries, elles, approvisionnent aussi évidemment le marché local. Donc c'est comme ça qu'on se protège du commerce international. On a vécu ça en 99, où il y a eu une mode de certains pays asiatiques sur une essence en particulier. Ça a duré pendant 5 ans. Et puis la mode a changé, mais en 5 ans, ils avaient détruit toute la filière de transformation française. Et au bout de 5 ans, les forestiers se sont retrouvés avec des bois qui continuaient à pousser, mais plus de possibilité de les récolter. Et ça nous a quand même bien marqué. Et donc aujourd'hui, on a un vrai travail au quotidien pour privilégier les débouchés locaux. Donc les forestiers de l'ONF vendent les bois par contrat directement, localement. En moyenne, c'est 50% des bois qui sont consommés dans les départements où ils poussent, 75% dans les régions et 95% dans le pays. Donc on est vraiment sur un marché le plus local possible. Oui. D'autres questions? On peut en grouper, on va en prendre quelques-unes, je vais les noter. Et on va frustrer personne. Allez-y, allez-y. Bonjour, j'ai une question en tant que consommateur ou consommatrice lambda. Comment on peut savoir en fait, est-ce que c'est un bois qui vient du local et produit par les industries locales? Elle est notée. Bonjour, moi je voulais avoir votre avis aussi sur travailler dans l'architecture le bambou, parce que c'est un bois qui se régénère très rapidement et ok, on dit il faut construire de plus en plus en bois. Et justement, est-ce que le bambou serait une solution à ça? Ça dépend dans certaines régions. Effectivement, il y a des magnifiques bouquins d'architecture. C'est pour ça que chaque matériau apporte une architecture aussi à partir du moment où l'architecte comprend le matériau. Effectivement, donc les super bouquins d'architecture de bambou, on ne va pas pouvoir faire cette... Je réponds différemment à votre question. On ne va pas pouvoir... concevoir l'architecture qui est propre au bambou, où c'est le bambou qui commande l'architecte, et voilà. Et par contre, le bambou, aujourd'hui, on le connaît dans des parquets, tout un tas de choses comme ça. Après, le tout, c'est de calculer, de savoir qu'est-ce qui, pour arriver à avoir, par le biais d'un bambou, un parquet, combien d'énergie grise il va falloir, etc. Mais encore une fois, le bambou, il pousse dans certaines régions, et dans ces mêmes régions, il y a est né un type d'architecture par rapport à ce matériau. Après, ça peut donner des exemples, mais vouloir copier le bambou au travers du bois, c'est pas forcément
Je laisse poursuivre Construire en la bambou. réponse. Alors, je m'en suis déjà servi, oui, mais sur des tout petits ouvrages, en réalité. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un sujet d'échelle. Et puis, la très grande particularité de ce matériau-là, sa très grande flexibilité, son aspect aussi visuel, il est très adapté dans des climats, des pays, des endroits où on a aussi un mode de vie un tout petit peu différent, notamment au plan thermique, par exemple. Donc voilà, c'est d'où il est une réponse formidable pour certains usages à certains endroits. Mais j'ai envie de dire, ce sera la même réponse sur la terre, ce sera la même réponse sur d'autres fibres, hein, comme tous les matériaux finalement. Mais oui, il est très intéressant. Oui, on l'exploite encore pas tout à fait bien. Et oui, la réglementation en France ne suit pas encore tout à fait en termes de calcul structurel, réglementaire, je ne vais pas rentrer dans ces éléments-là très techniques, mais ne suit pas encore tout à fait le recours à ce type de matériaux. Donc on a encore du chemin, je pense. Aymeric, il y avait la question de la provenance. On sait que par exemple en alimentaire, on sait bien qu'il y a d'énormes arnaques qui existent avec marqué assemblé en Europe et en réalité ça a été produit ailleurs, etc. Est-ce qu'il y a le même genre d'entourloupe qui existe avec le bois et on peut se retrouver avec un truc qui en fait a été assemblé en France mais dont les bois ne proviendraient pas de là? Est-ce qu'on peut se faire avoir? Malheureusement, il faut lire les étiquettes très précisément. On trouve des choses qui sont bois produits en France mais qui a pu faire le tour de la planète avant de revenir en produit fini. Moi, je vous conseille déjà de regarder les certifications. Vous avez 2 certifications, PEFC et FSC, qui vous garantissent que les bois proviennent de forêts gérées durablement, ce qui est quand même la base. Et puis après, rapprochez-vous le plus possible des gens qui produisent et qui transforment le bois. Aujourd'hui, la majorité des scieurs français ont directement une activité de vente aux particuliers via le e-commerce. Donc je vous conseille, en fonction de ce que vous cherchez, de vérifier, de choisir des essences. Par exemple, quand vous prenez du chêne et un parquet en chêne, il y a 95% de chances qu'ils proviennent de France. Et achetez-le plutôt directement à des producteurs qu'à des intermédiaires, où là, par contre, on a des pertes de traçabilité. Après, les 5%, on les trouve où? On les trouve dans les grandes enseignes qu'on ne citera pas pour pas faire de pub désagréable à Leroy Merlin et Ikea ou... Non, c'est plutôt le chêne sur la planète qui sert à faire des parquets. Il vient de 95% de France. Les 5% restants, c'est un petit peu en Allemagne, un petit peu en Croatie. Mais en France, on a la ressource en chêne telle qu'on connaît pour faire du parquet ou des ameublements. Et si on veut... Excusez-moi, mais moi j'ai envie de rebondir là-dessus aussi. Nous, on a été un peu embêtés à Notre-Dame parce que les niveaux d'expérimentation sur le chêne, sur toutes ses caractéristiques, n'est pas au même niveau que tous les bois résineux qui viennent du Nord. Donc c'est l'histoire du lobby. Et ça, c'est franchement dommage parce qu'on a une grosse ressource en chêne. Et par le fait des lobbies, il y a pu avoir des gros investissements en termes de recherche, etc., pour connaître sur toutes ces coutures le résineux. Alors que le chêne, on pourrait l'employer en circuit court en France, donc pas nécessairement être obligé de voyager à travers le monde pour au final revenir chez nous. Et donc, c'est encore une fois malheureusement notre système économique, mais le chêne et tous les feuillus mériteraient d'avoir de pousser un peu plus la recherche pour l'utiliser à bon escient, le bon bois au bon endroit. Et voilà. Pour compléter, peut-être que pour moi, la consommation de bois et l'usage que vous en faites, c'est un peu comme l'alimentaire. Vous pouvez acheter du tout venant, vous ne savez pas d'où ça vient, et puis c'est très bien, ça remplit ses fonctions, mais peut-être qu'au bout de 5 ou 10 ans, faudra changer le parquet. Par contre, si vous posez de façon plus durable, de dire, alors, je vais acheter un parquet de chêne, je vais peut-être le payer beaucoup plus cher, mais dans 20 ans, il sera toujours là. Et je trouve que c'est comme pour l'alimentaire, là, une consommation raisonnée qui sera la plus durable. Il y avait une question là. Si on a d'autres, je peux à nouveau les grouper. Allez-y. Je voulais revenir sur le label FSC que vous avez mentionné, parce qu'il a été notamment beaucoup mentionné dans le reportage de Ikea, Le Seigneur de la Forêt. Il montre que ça ne va pas forcément assez loin pour la biodiversité, notamment, ce label. Du coup, est-ce qu'il y a des actions qui vont plus loin pour avoir des bois qui sont certifiés avec des normes encore plus grandes que celles que procure le label FSC? Il y en a une autre? Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question par rapport à la fois à la présentation et aux réponses qui ont été données sur l'encadrement réglementaire. Est-ce que le fait que, au-delà des arguments économiques de bois ou béton,
est-ce que le bois est plus fortement réglementé? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'il y a un travail pour essayer de niveler, pour que ce soit moins difficile de construire en bois, notamment sur le volet incendie? Est-ce que vous pouvez reposer la fin de la question? Ah, pardon. Les normes incendie, c'est ça? Oui, est-ce qu'il y a des travaux pour essayer de niveler un petit peu les normes et faire que ce soit moins difficile de construire en bois par rapport au béton? D'accord. Et une dernière, allez-y. Oui. On en prendra une deuxième salve après. Hein, mais Okay. Non, allez-y, allez-y. Ok, bonjour. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de la gestion, enfin vous parliez en particulier de la gestion des forêts publiques. Je voulais savoir comment ça se passe pour les forêts privées, quel genre de contraintes ou de cadres elles ont. Parfait. On peut commencer par le label. Est-ce qu'il existe un label encore plus exigeant donc, que le label FSC? Non, il n'y a pas de label plus exigeant que FSC. Juste, je suis de l'ONF, donc je vais défendre ma paroisse. Pour moi, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, la biodiversité, la récolte du bois, l'accueil du public en forêt, c'est le savoir-faire des forestiers à l'ONF et c'est le savoir-faire de la foresterie à la française. Donc je ne pense pas qu'un label unique qui mélangerait des forêts tropicales, des forêts continentales telles qu'on connaît en France ne satisfasse. C'est juste que c'est un gage de gestion durable. C'est simplement ça. Peut-être sur la seconde, sur les normes pour simplifier le passage au bois versus le béton. Alors c'est un vaste débat, mais je vais essayer de faire court. Le gros sujet est moins structurel. On a passé des paliers, il n'y a pas trop de difficultés avec ça, que sur la question de la sécurité incendie, qui reste un point de vigilance absolu. Alors du reste, là, c'est un débat long qu'il faudrait avoir, mais aujourd'hui, la sécurité incendie est très contraignante sur la mise en place du bois ou du bois visible, notamment dans le logement. Ça a évolué en plus il y a 2 ans avec des prescriptions des sapeurs-pompiers de Paris qui ont égrené ensuite en France une réglementation beaucoup plus lourde qui oblige à encapsuler tout le bois, à le cacher pour le préserver du feu. C'est extrêmement embêtant pour nous parce que ça recarbone en fait l'utilisation du bois parce que d'un coup il faut tout doubler, mettre derrière des panneaux, des plaques, etc. Parallèlement, on ne peut pas non plus mettre en péril ou mettre à risque l'usage d'un bâtiment et le risque incendie il existe et il s'aggrave. Et puis on voit aussi qu'avec les changements climatiques, la question de l'incendie, il faut la regarder avec grande précaution parce qu'il fait plus chaud, c'est plus sec, on a des vents qui emmènent les feux de manière plus incontrôlable. Donc il y a une vigilance à avoir avec ça. Ceci dit, si ça c'est vrai d'un côté, sur d'autres types d'ouvrages, les pompiers, la sécurité incendie va préférer le bois au métal par exemple, parce que le métal il n'a pas de stabilité au feu, il fond, hein, le métal ça fond, ça s'effondre. Alors que le bois, lui, il a une stabilité au feu. Donc ça, aujourd'hui, il y a quand même des éléments sur lesquels on sait bien calculer, pondérer le discours. Donc on est dans un état aujourd'hui de... La réglementation est en train de se constituer au fil du temps pour le bois. On était arrivé à une sorte d'équilibre. La sécurité incendie est revenue en remettre une couche il y a 2 ans qui nous embête un peu parce que ça le rend moins performant économiquement aussi. Bon, ça va se stabiliser, ça va demander un peu de temps, il faut accepter et accueillir ça. Et puis encore une fois, voilà, c'est aussi mettre le bon matériau au bon endroit. Et quand il y a des endroits très sensibles ou avec des exigences de déchantes de charges extrêmement complexes ou avec des ouvrages complexes, on recourt à autre chose. Et il faut aussi accepter un peu ça, quoi. Et concernant les forêts privées, donc est-ce que eux aussi ils ont des garde-fous qui les préservent d'une demande trop forte du marché ou est-ce qu'ils pourraient fournir abondamment? Le garde-fou, ça s'appelle le code forestier, qui est l'ensemble des textes de loi qui garantissent la gestion des forêts françaises, mais pas au-delà que... Donc nous, ONF, on n'intervient qu'en forêt publique, on n'intervient pas du tout en forêt privée. C'est un autre établissement public qui s'appelle le Centre national de la propriété forestière, qui garantit que la gestion en forêt privée respecte la gestion durable et les textes de loi. Est-ce que vos curiosités sont satisfaites ou est-ce qu'il reste des questions? Oui. Merci. J'ai une petite question concernant le... Vous m'entendez bien? Parlez bien dedans. D'accord, oui, c'est mieux. Sur les essences, en fait, vous nous avez expliqué que les essences séculaires étaient malades, si j'ai bien entendu. Et donc, quel va être l'avenir, en fait, des essences, le hêtre, le chêne?
qui sont malades, visiblement. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Pas tous. C'est ça qui est très intéressant. C'est que certains chênes sont malades à certains endroits, mais la même espèce n'est pas malade à 300 km. Donc, justement, tout le travail du forestier, c'est de bien comprendre ces mécanismes et de mettre la bonne essence au bon endroit. Et quand je parle d'endroit, c'est quasiment de la micro-topographie. On sait que les hêtres en fond de vallon un peu humide, plutôt versant nord, ils ont un avenir. À l'inverse, tous les hêtres qui sont sur des sommets de versant plutôt sud, ils n'ont aucun avenir. Donc aujourd'hui, nous, en forêt publique, l'essence qu'on plante le plus pour justement répondre et essayer d'adapter les forêts, c'est le chêne. Pour le coup, c'est du chêne Cécile. C'est l'espèce qu'on trouve déjà le plus en France. Simplement, c'est des provenances qui sont adaptées au futur climat tel qu'on l'envisage. Donc on restera avec une forêt mixte en France? On restera avec une forêt mixte et elle sera peut-être d'autant plus mixte qu'elle n'est aujourd'hui. Autant la sylviculture, notre modèle, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on avait souvent une essence objectif sur une zone, du chêne, du hêtre, du sapin, de l'épicéa, peu importe. Aujourd'hui, tous nos aménagements prévoient 3 essences objectifs. Comme ça, s'il y en a une qui rencontre des difficultés, on aura toujours 2 essences objectifs. Comme j'aperçois la directrice générale de ce très beau bâtiment de l'Académie du CLIA, parce qu'on avait un débat avec François, est-ce que tu peux juste nous dire de quelle année date le bâtiment dans lequel on est depuis tout à l'heure? Ok, donc un point François. Ouais, bon, en même temps, il était architecte du bâtiment, il partait avec une longueur d'avance. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais bon, on peut encore prendre quelques questions si vous voulez. On est délogé après pour une autre conférence, mais il y en a une? Oui. Ah non? Tu peux t'arroger le mot de la fin, vas-y. Hein. Non, sinon, ce que je voulais dire, c'est par 1876, merci beaucoup. Alors, ce que je voulais dire encore une fois à l'expérience Notre-Dame, par rapport à la formation, par rapport au bien-être du bois, j'ai rencontré des artisans qui ont taillé le bois à la Deloire pour la ferme de la Nef et du Cœur, pour les charpents de la Nef et du Cœur. Certains d'entre eux avaient fait des licences de pharmacie, juristes, etc. Et ça ne leur convenait pas. Et ils ont repris un apprentissage de charpentier pour travailler à la main. Et ça avait pour eux beaucoup plus de sens. Et ce que je veux dire, au-delà de l'objectif final de construire avec un modèle économique, en fait, moi, ils m'ont beaucoup ému, toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont pris du recul sur toutes ces choses-là. Et eux, ils avaient besoin de faire un métier qui avait du sens pour eux, autant pour la matière première, le faire et le vivre. Voilà, donc il faut qu'on écarte un petit peu la tête du guidon de notre société, puis d'essayer de regarder toutes ces sensibilités-là. Et là, on sera beaucoup mieux, et moins de burn-out aussi. Ouais, j'ai une petite phrase aussi. Je vous invite à être vigilant quand vous êtes dans un endroit où il y a du bois et vous regardez le comportement des gens. Vous verrez que la majorité des gens vont aller toucher le morceau en bois. Ils ont besoin de le sentir, ils ont besoin de le toucher. Et tout le rôle du forestier, c'est de transformer un arbre, qui est un individu en forêt, vivant, en un matériau bois, en le faisant de façon la plus durable et la plus respectueuse possible de l'environnement. Donc tu as bien décrit que finalement le bois il continue à vivre, hein. On voit, il se fend, ce cube de bois là quand on l'a coupé il n'était pas fendu et aujourd'hui pour autant il l'est et c'est tout le travail du forestier. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder les gens et vous verrez toujours, ils vont aller le toucher le bois, toujours. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour vos plaidoyers pro-bois. François, bon anniversaire demain, donc si j'ai bien anticipé, et très bon week-end à toutes et à tous. Voilà.